En 1956, Daniel Vérin, jeune instituteur français né en Algérie, prend fait et cause pour la révolution algérienne et s'engage dans le FLN, puis dans l'armée de libération nationale. Il est alors considéré comme un insoumis par l'État français, qui le recherche activement. À la fin de la guerre d'indépendance, Daniel, devenu Ali, est un citoyen algérien. Les autorités du pays l'envoient aux États-Unis pour parfaire sa formation. 3 ans plus tard, il se voit refuser son retour en Algérie. Devenu apatride, il finit par obtenir la nationalité américaine. Comment en est-il arrivé là ? Pourquoi sa vie a-t-elle basculé ? Comment Daniel est-il devenu Ali, le Moudjahid ? Aujourd'hui, les révolutions du printemps arabe viennent lui rappeler les combats de sa jeunesse. Mais tu dois bien comprendre que le printemps arabe a commencé en Tunisie avec la révolution du jasmin. Et puis s'est propagé vers l'Égypte, où il y a eu une révolution grâce à des jeunes comme toi, même plus jeunes. Là-bas, les jeunes, ils en crèvent. Il y a toujours eu la répression policière. Impossible de dire quoi que ce soit, car si tu parlais, tu étais emprisonné. Comme mes amis au début de la révolution algérienne. Je me sentais algérien et donc, quand la révolution est arrivée, j'ai participé au combat des Algériens pour que leurs droits en tant qu'êtres humains soient reconnus. L'humanité totale. Exactement. L'humanité totale. Un peu avant que l'Algérie ne célèbre en 2012 le 50e anniversaire de son indépendance, Daniel revient sur sa terre, son pays, sa patrie. Reconnu Moudjahid en 2001, il attendra 2004 pour retrouver enfin sa nationalité algérienne. Né du côté de l'oppresseur, Daniel a choisi le côté de l'oppressé. C'est un point de vue que l'histoire officielle délaisse, car il est plus facile de raconter un combat à la lumière d'oppositions radicales. Cependant, au-delà des clivages de toutes sortes, il y a des lieux dans cette Algérie coloniale, des lieux comme l'école, où un autre avenir se dessine. En 1956, Daniel est un jeune enseignant passionné. À l'école normale d'instituteurs d'Alger, il se forge la conviction que l'engagement contre l'oppression est la seule alternative. Ses amis sont des élèves qu'on dit indigènes, avec qui il partage de longues discussions animées. Son voyage commence dans les montagnes de Loarsenis, à Borj Bounama, autrefois nommé Molière, là où il a pris son poste d'instituteur. El Hadj, un villageois à qui il a raconté son histoire, guide main dans la main le vieil homme dans la cour de son école. C'est ça? Oui, bien sûr, Manu, oui, c'est ça. Et moi, ma classe, c'était là-bas. La classe? Oui, la classe intérieure. Alors ici, c'était l'école des garçons, avec ma classe juste en face. Et en haut, c'était l'école des filles. Ça me fait un sentiment de bonheur de voir que ça existe toujours, que l'école continue à exister et qu'ils travaillent pour leur propre avenir. Les volets rouges, c'était mon appartement. Les volets verts, c'était l'appartement de Ben Ali. Ce qui veut dire que de la fenêtre, je pouvais voir vers le sud-est, comme ça. Alors c'est là que je voyais les... Enfin, ça passait toujours, mais je voyais les combats qu'il y avait, enfin les bombardements au napalm. C'est-à-dire qu'on voyait l'avion qui venait, qui jetait les bombes au napalm, qui étaient interdits, mais il le faisait quand même. Il était en poste au nom des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité de l'école de la République. Mais aujourd'hui, ce sont les images implacables d'une guerre qui ne disait pas son nom qui ressurgissent. L'image qui me met tout de suite, c'est les massacres qui se passaient, enfin le tombereau d'hommes assassinés, emportés par l'armée française. C'est ça qui me souvient.
Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est le temps des choix. Appelé sous les drapeaux, il refuse d'être un soldat de l'armée française et se rallie à la lutte d'indépendance de l'Algérie en s'engageant dans le FLN. Quand j'ai vu ça, moi j'ai dit, on ne peut pas être neutre. Oui. On est soit avec eux ou là contre eux. Daniel, rebaptisé Ali, va déjouer la surveillance des autorités militaires. Il devient agent de liaison pour le FLN. Mais fin 1956, l'armée française intensifie la répression sur tout le territoire algérien. Le réseau FLN d'Orléansville est démantelé. Daniel est soupçonné. Il est en danger. En 1957, il doit fuir, quitter sa famille pour rejoindre les forces combattantes au Maroc. Il est arrivé avec en apportant des appareils qu'il avait à lui, et auxquels il tenait son violon aussi, je crois. Mais c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, qu'il me donnait des bouquins. C'était les bouquins qu'il me donnait, c'était les essais de Montaigne et les nourritures terrestres d'André Gide. Et les essais de Montaigne qui sont restés sur ma table de nuit après tout le temps. Et puis, au bout de quelques jours, il a dit qu'il devait prendre le train pour partir vers Alger. Et je l'ai accompagné à la gare. Et c'était très, très étrange. Parce qu'on ne s'était rien dit, mais je savais qu'il allait parvenir. Je me rappelle, on était tous les deux très émus. Et quand le train, je l'ai quitté, que le train est parti... Je pleurais comme une madeleine. En avril 1957, dans le train qui l'emmène d'Oran à Alger, Daniel ne sait pas encore que c'est sa vie entière qu'il quitte. Son métier d'instituteur, ainsi que toute sa famille, qu'il ne reverra que plusieurs dizaines d'années plus tard. Son engagement pour l'Algérie algérienne, il va le payer au prix fort. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du Corail Théose numéro 2701 à destination de Toulouse-Matabiau. Il desservira les gares des Aubrais, Orléans, Châteauroux, Limoges. 50 ans plus tard, un autre train le ramène vers sa famille, dans la campagne française. La France, ce pays dont il a épousé les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, ce pays qu'il a aussi condamné parce qu'il avait partagé la lutte du peuple algérien. Après une aussi longue séparation, il retrouve ses proches. Alors ça, j'étais émerveillée. Ouais, t'aimais ça? Mais moi, de toute façon, je me rappelle Daniel, c'était mon héros. Ouais. Pourquoi? Ouais. C'est vrai que... Mais moi, j'essayais toujours d'être gentil, d'être aimable, d'être... Non. Non, j'essayais. mais de temps en temps, tu avais besoin de te défouler, il faut bien comprendre. Non, mais attends, plus... c'est peut-être difficile, oui. De toute façon, moi, par exemple, il avait 7 ans de plus que moi. Alors, il fallait que je supporte la petite sœur. C'est sur cette terre de Gascogne que sa mère s'est installée avec quelques affaires, après son départ précipité d'Algérie. Les paysages lui rappelaient les collines des monts du Dara. La mère de Daniel avait des convictions égalitaires très ancrées. Révoltée par l'injustice, elle inculque à ses enfants l'amour de l'Algérie. Elle leur demande de vouvoyer les indigènes. Pas question d'utiliser le parler habituel des Européens, fait de tutoiements et de sobriquets péjoratifs. C'est grâce à elle que depuis tout petit, Daniel se sent algérien. Son grand-père maternel, venu de France pour faire la guerre de pacification, lui avait raconté les exactions, sa culpabilité et les souvenirs atroces qui le hantaient jour après jour. Alors l'arrivée française en Algérie, c'est 1830 avec le débarquement de Sidi Ferruch, et c'est le début pour la France d'une longue période de conquête qui dure pendant plusieurs décennies,
qui ne s'apaise, qui ne se calme qu'avec la défaite d'Abdelkader, de l'émir Abdelkader au milieu du siècle. Et par la suite, il y a encore un certain nombre de grosses insurrections de la population dite indigène, notamment l'insurrection de 1871, qui conduit à envoyer sans cesse davantage de soldats français pour réprimer ces insurrections, pour mener ce qu'on appelait déjà des opérations de pacification, des campagnes de pacification. Et en même temps que c'est une opération de conquête militaire, c'est aussi un moment de colonisation. C'est-à-dire que très rapidement, on a des gens venus de France qui s'installent en Algérie, qui créent des villages. Et également un certain nombre d'Italiens, de Maltais, d'Espagnols, de gens des Baléares qui viennent et s'installent en Algérie. On pense environ 200 000 Européens en Algérie en 1865, au moment où une loi fait de tous ces Européens des gens de nationalité française. Et il crée des villages avec des noms qui sont assez en déconnexion de ce qu'on imagine de l'Algérie. Inkerman, parce que c'est la guerre de Crimée à ce moment-là, Saint-Jean-Petit-Bon, Molière, qui sont ces villages de colonisation. Et de l'autre côté, on a la population dite indigène, qui devient également de nationalité française, mais qui ne bénéficie pas des mêmes droits en termes de citoyenneté, et qui est constamment assujettie à ce qu'on appelle le code de l'indigénat, qui est un régime donc de traitement inégalitaire par rapport à la population considérée comme citoyenne française de plein droit. Le jeune Daniel ne ressent pas la différence. Attiré par la culture algérienne, dans les rues de Sidi Bel Abbès, il se mêle à la population. Je pouvais me balader et voir les choses autour de moi. Et donc c'est là que j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses à Sidi Bel Abbès. Au cours de mes balades, j'allais dans des coins, ça s'appelait le village nègre. Et donc moi, comme gosse, je me souviens de la musique gnawa, des musiciens qui venaient, des musiciens noirs, musulmans, qui venaient du sud. Ils jouent du tam-tam et de la raïta, et des conteurs qui racontent des histoires épiques des chevaliers du temps du prophète, tout ça. Et moi, j'avais la chance de bénéficier de ces richesses. Sans le savoir, je m'imprégnais des différents aspects de la culture algérienne. La maison familiale d'Oran est un repère dans l'enfance de Daniel. Après la Seconde Guerre mondiale, des gens de passage, pacifistes, militants humanistes et citoyens du monde s'y donnent rendez-vous. Daniel entend parler de politique, de philosophie. Albert Camus, qui habite Oran, passe quelquefois à la maison. Plongé dans cette atmosphère, Daniel aiguise sa réflexion sur la France coloniale. Une idée s'impose, la nécessité d'une égalité totale entre les populations européennes et algériennes. J'avais été comme gosse et ensuite comme jeune adolescent, puis adolescent. J'étais influencé par mon oncle Jacques, qui était très impliqué dans des activités de formation de jeunes, d'éducation populaire, de théâtre, d'activités sportives. Et mon oncle m'invitait à participer aux activités pour la formation des jeunes. Et dans ce cas-là, c'était des jeunes algériens. Près d'Oran, entraîné par son oncle, il fréquente les auberges de jeunesse où il rencontre des dizaines de jeunes de son âge et de toutes origines. À travers les jeux, la plage, le foot, le théâtre, il découvre le plaisir de vivre ensemble. Montre-moi, oui.
quand j'étais gosse. Et ma grand-mère a fait construire cette auberge de jeunesse à Christelle. Alors il y avait toujours beaucoup de jeunes. Et parmi ces jeunes-là, il y avait Bébert Wahed Menhoum, c'est un des jeunes. Et alors Bébert, plus tard, quand j'étais plus grand, je me suis rendu compte que Bébert, c'était Albert Camus. Camus était l'ami donc direct de Jacques, de mon oncle Jacques, et je le voyais parfois, et on s'amusait, on allait nager ou bien des choses comme ça. Et c'est par la suite que, surtout lorsque j'ai commencé à lire ses écrits, que j'ai compris qui il était. Mais donc c'était un facteur fort dans ma formation. Donc moi je lisais ça avec grand intérêt parce que j'essayais de comprendre les contradictions qui existaient entre la société française du temps et la société algérienne, qui étaient toutes deux vraiment de qualité égale au point de vue humain, mais n'avaient pas des droits similaires. Ah oui, mais avant c'était une Portugal, c'est ça que je te dis. Oran, la ville de son adolescence. Peu à peu, les souvenirs reviennent. Il arpente avec Bardad, un jeune Oranais d'une vingtaine d'années, la rue d'Arzeu. Il retrouve la porte de l'immeuble où habitait Albert Camus. Ah non, c'était ici même, tu vois. Notre famille avait un respect, de par ma mère, un respect très profond pour l'humanité en général. Donc on avait un sentiment d'avoir une responsabilité vis-à-vis de distribuer les connaissances que nous avions. Donc c'était un état d'esprit. J'avais pris la décision d'être instituteur, de devenir instituteur. J'étais à cette époque-là au lycée La Mauricière à Oran et j'ai choisi de passer le concours pour l'école normale. Et j'ai vraiment eu la chance d'être envoyé à l'école normale de Bouzaréa. Et à l'école normale de Bouzaréa, le but était effectivement de faire pénétrer l'éducation française et l'esprit civilisationnel de la France dans les milieux ruraux éloignés qu'on appelait le bled. On était formés dans le but d'aller dans les petits villages et de enseigner la France. L'école normale de Bouzaréa est une institution. Elle a formé entre 1865, date de sa création sous Napoléon III, et 1962, plus de 4000 maîtres de l'enseignement public. Dès 1920, l'école s'ouvre aux étudiants indigènes. Elle devient un véritable creuset. La fusion entre l'esprit laïque de l'éducation française et l'idéal d'une égalité pour tous s'impose. La figure emblématique de ces jeunes instituteurs est l'écrivain Mouloud Feraoun. Il réveille les consciences par ses écrits. Sa liberté de parole lui coûtera la vie. Il sera assassiné par l'OAS quelques jours avant la fin de la guerre d'Algérie. Alors, ce qui est intéressant avec ces instituteurs, c'est qu'ils ont en même temps un engagement qui est un engagement politique. Ils s'inscrivent dans la continuité du mouvement jeune algérien, un mouvement qui se crée au début du siècle, et ils s'y intègrent avec une revendication très très forte d'égalité. C'est-à-dire qu'ils sont acculturés aux valeurs de la République, qu'ils sont acculturés à la langue française, qu'ils maîtrisent parfaitement, et leur revendication politique est une revendication d'égalité pour la population indigène de l'Algérie. Cette revendication d'égalité très forte, elle est extrêmement subversive pour l'époque. Et d'ailleurs, ils encourent une hostilité très très grande de la part des représentants politiques de la population française d'Algérie. Parmi les élèves qui viennent nourrir aux côtés de Mouloud Feraoun ce courant de pensée, Chir Jazouli et Chir Mahadi militent pour l'égalité. Mon père qui a fait l'école normale de Bouzaréa
la première année, et qui est entrée la première année où elle a été ouverte à ce qu'on appelait les indigènes, a fini cette école normale à l'âge de 18 ans et il est devenu instituteur. C'était vraiment l'instituteur laïque francophone typique de ce que j'aurais pu lire dans les livres français et qui faisait partie d'une génération qui voulait à tout prix rendre cette dignité. Ils ont essayé d'éveiller les consciences et la lutte qu'il fallait mener contre le système colonial. En étudiant dans l'école française, il y a pour ces instituteurs issus de la population colonisée, il y a une familiarisation très grande avec la France, avec sa géographie, avec ses valeurs, et en même temps une sorte d'estrangement par rapport à l'Algérie. L'Algérie est rendue étrangère. L'arabe, lorsqu'il est enseigné par exemple à l'école, est toujours enseigné comme une langue étrangère. Je suis algérienne, je suis née en Algérie, donc j'ai eu la chance d'aller à l'école. Jamais on ne m'a enseigné la géographie de l'Algérie. On dessinait la carte de France, il fallait connaître le nom de chaque fleuve, etc. Donc, mon propre pays, je ne le connaissais pas. Zora est la fille de Chir Jazouli, qui à l'époque participe activement au mouvement des jeunes instituteurs algériens, prêts à tout pour défendre leurs valeurs et leur identité algérienne. Oui, celle-là, elle est belle, oui. C'est bien lui, quoi. Entre 85 et 90 ans, quoi. Ceux qui sont sur cette photo ont dû venir d'un peu partout, quoi. Ce sont des Algériens qui se donnent le mot, qui se déplacent pour prendre le train, aller à Alger et assister à une conférence et revenir dans la journée. Ces instituteurs ont un organe qui est La Voix des Humbles, qui est le journal qui est créé en 1922, qui se tire à peu près 3000 exemplaires et qui est vraiment l'organe des instituteurs indigènes, selon l'expression de l'époque, qui se diffuse auprès de l'ensemble de ces instituteurs et plus largement auprès de ceux qui ont été à l'école française et qui s'intéressent à cette question de l'égalité. Alors dans ce courant jeune algérien, le grand moment de bouillonnement, si vous voulez, le moment où les choses se condensent en quelque sorte, c'est 1936. Parce que d'abord, l'élection du Front populaire crée vraiment l'espoir d'une réforme qui va donner les droits de citoyens aux indigènes. Et l'autre forme de cristallisation de cette année 1936, c'est la création du Congrès musulman, qui est le premier grand congrès anticolonialiste, parce qu'il rejette la colonisation, et néanmoins il rejette la colonisation tout en restant dans la République française. Durant ces 3 années à l'école normale de Bouzaréa, Daniel, l'enfant attiré par la vie algérienne, l'adolescent influencé par les courants pacifistes et humanistes, devient un jeune adulte engagé. C'est dans L'homme révolté, le livre de Camus, qu'il va puiser les idées qui nourriront son engagement, au-delà des limites que le philosophe n'avait pas voulu franchir. Il s'éloigne des étudiants européens pour prendre part au débat autour de la situation politique et sociale. Parmi ses amis proches, il y a Hamda, le fils de Chir Jazouli, et Abdallah, son frère de lutte du FLN, qu'il retrouve après de longues années d'éloignement. À l'issue de la 3e année, apparaît une liste des postes à pourvoir. Et suivant le classement, on choisissait le lieu où on voulait aller. Et Daniel a choisi Orléansville. Ayant choisi Orléansville avec le fils Jazouli, normalien, le fils Jazouli, normalien, l'a présenté à son père, ancien normalien, qui était instituteur à Orléansville. Nous étions 2 familles, les Madi et les Jazouli, qui étaient tout le temps ensemble. Et donc, Daniel est venu à la maison avec le jeune Jazouli et il s'était
parfaitement intégré dans la famille. C'était un beau jeune homme aux yeux bleus. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et il se comportait avec nous d'une manière, je dirais entre guillemets, d'une manière tout à fait normale. C'est-à-dire qu'il avait avec nous un rapport d'égalité, que à ses yeux, nous étions des citoyens à part entière. Les Européens et les Arabes, comme on nous appelait, on était traités de melons, d'Arabes, de 30 figuiers, d'indigènes, voilà, toutes sortes de sobriquets. Se côtoyer, pouvait être voisin, mais attention, chacun chez soi. C'était une sorte d'apartheid bizarre. Bizarre. Donc, un Européen, prénommé Daniel, qui est là, qui est avec nous au milieu, c'était exceptionnel. Chez les Djazouli, Daniel trouve une famille. Dans les mois précédents, Orléansville a subi un fort tremblement de terre. Daniel et ses amis instituteurs s'installent dans une petite baraque. Ils jouent aux cartes, ils écoutent de la musique. Shir Djazouli et Shir Mahadi, les deux enseignants expérimentés, sont leurs mentors. Tous deux sont des révolutionnaires. L'un est un penseur intègre et l'autre un homme d'action. Les repas dans les familles algériennes rappelleront toujours à Daniel le jour où il est devenu Ali. Ce matin-là, la maison était en effervescence. Un repas de fête, un couscous, se préparait en l'honneur de celui qu'on appelait encore Daniel. Shir Djazouli et Shir Mahadi avaient décidé d'adopter Daniel dans leur famille algérienne, mais aussi de l'engager dans la lutte de libération du peuple algérien. Ce jour-là, Daniel devint Ali. Alors le début de la guerre, c'est le 1er novembre 1954, quand le Front de Libération Nationale lance une série coordonnée d'attentats. Et c'est le début pour le FLN d'un moment d'affirmation. Le FLN est une toute petite organisation et dans les premiers mois de la guerre, un des enjeux, c'est de gagner la population indigène, de gagner la population musulmane. Dans ce contexte de ralliement progressif au FLN, les instituteurs jouent un rôle très particulier. Ils sont visés à la fois par les uns et par les autres, parce que pour les autorités coloniales, ils devraient jouer un rôle de vecteur, d'affirmation de la puissance coloniale. De l'autre côté, leur acquisition des valeurs d'égalité, leur rejet de la colonisation qui date maintenant de plusieurs décennies, les pousse vraiment à être très nettement anticolonialistes et donc à s'interroger sur la possibilité d'un ralliement avec le FLN, parce que le FLN apporte un certain nombre de réponses, un certain nombre de possibilités de mettre fin à la colonisation, d'aller vers l'indépendance. Le soulèvement a commencé le 1er novembre 1954 et je crois que quelques mois après, mon père a été contacté par le FLN pour former le réseau d'Al-Asnam, Orléansville, enfin qui est aujourd'hui Schleuf, et donc il a formé ce réseau, il l'a développé pendant 2 ans, jusqu'en 1956, et personne n'aurait jamais pu imaginer que M. Mahdi, cet instituteur tellement acquis aux idées de la République, pouvait avoir une attitude différente de celle qu'on voulait qu'il ait. Pour Ali, la tâche est plus facile. Ses déplacements n'éveillent pas l'attention. Alors il entre progressivement dans l'action, au service de la cellule FLN d'Orléansville. En septembre 1956, il prend son poste à Molières, dans les monts de Loire-Senisse. Il fait de fréquents allers-retours en autobus pour faire la jonction entre la montagne et la ville et passer des messages aux maquis.
Tu étais mon instituteur. Je vais te dire ça. En quelle année? Attends. En 56 année scolaire, 56-57. Monsieur Vérin. Ah ouais. J'étais en cours élémentaire 1. Tu te souviens, mon oncle, il était directeur de l'école de Molière. Bien sûr, Oui. Cheikh Ben Ali, oui. Il venait d'arriver d'Orléansville et je t'ai vu descendre de la voiture. Ouais. Et j'ai un souvenir précis de ce jour-là. Ah bon? Parce que, je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que enfin mon instituteur était arrivé. Ouais. Pourquoi tu es venu à Molière? Ouais. Comment se fait-il que tu sois venu à Molière? Parce que, voilà, étant adopté par la famille Jazuli, Jazuli m'a dit que c'était un ensemble, une nébuleuse, était adopté par eux. Alors, de fil en aiguille, ils m'ont induit dans la Révolution. Oui. Et ensuite, Cheikh Mahdi m'avait demandé de prendre poste à Molière. Alors, donc, j'ai manifesté ma décision d'aller à Molière au lieu d'aller n'importe où, quoi. Oui. Et alors, le but, c'était que je sois agent de liaison entre Molière, donc le Maquis, et Orléansville. Et ils m'ont appelé, ils m'ont sorti de la classe. Moi, j'ai mis un élève, un des grands là, oui, alors, pour dit, nous surveiller. surveiller. Pour surveiller. Et on est allé à pied, donc de l'école, jusqu'à la gendarmerie, à l'entrée du village. Oui. Voilà. Alors, il me dit, Monsieur Vérin, vous faites un pas à droite, un pas à gauche, on vous descend. J'étais en danger et je mettais les autres en danger. Et quelques semaines après, Cheikh Ben Ali m'a dit, bon, prends tes affaires, va-t'en. Et je suis allé me réfugier dans la famille Mihoubi, le père d'Abdallah et de Ahmed, Allah rahmo, qui était employé à la sous-préfecture et qui m'a donné les faux papiers français. Alors c'est comme ça que je suis parti à la frontière ouest. L'organisation du FLN s'accroît donc au fil de la guerre et une étape importante, c'est ce congrès de la Soumam de l'été 1956, durant lequel le FLN se dote d'une structure et de textes politiques très, très importants. Ça veut dire aussi que du point de vue de l'organisation du FLN, il y a un changement considérable. Alger n'est plus un sanctuaire, les dirigeants doivent partir, le FLN est désormais entièrement dirigé depuis Tunis, depuis le Caire. Et c'est pour ça qu'on a cette noria permanente de militants ou de combattants de l'ALN qui quittent l'Algérie pour essayer de rejoindre la Tunisie ou qui sortent par le Maroc pour tenter de ramener de l'armement, des consignes, de l'information pour continuer à mener la guerre sur le territoire, alors même que la direction du FLN est située à l'extérieur. Devenu insoumis, il est recherché par la gendarmerie française. Muni de faux papiers et d'un laissez-passer FLN, Ali Daniel entre dans la vie clandestine. Il entame un long périple autour de la Méditerranée. Il part pour Alger, puis se rend à Tunis. Désormais en fuite, il s'en remet au contact des militants du FLN, ses frères de lutte. J'arrive à Tunis, petit bureau du FLN. Alors, un des gars m'a demandé, bon voilà, c'est bien gentil, est-ce que tu es prêt à aller tuer quelqu'un à Constantine? Alors moi j'ai dit non, moi je ne veux pas faire ça. Ils m'ont donc donné un laissez-passer pour que j'aille de Tunis à Tanger. Et c'était à moi de décider comment y aller. De Tunis, je vais par bateau à Palerme, Palerme, Naples, Naples, Rome, Rome, Madrid, Madrid, Ceuta, Ceuta, Tanger. Et alors là, à Tanger, j'arrive et je me mets en contact de nouveau avec le gars FLN de Tanger. Et un jour, je reçois un télégramme de Tanger. C'est Daniel qui m'envoie un télégramme. Il me dit, je veux rejoindre le Maquis. Moi, j'ai présenté le télégramme à l'organisation. Ils m'ont dit, tu peux le faire venir. Il est venu. Donc c'est à ce moment-là qu'il est chez moi, à Oujda. Donc, avant d'aller au Maquis, n'importe qui ne pouvait pas aller au Maquis. Ils lui ont donné un syndicat d'initiative. Il avait comme rôle de jouer l'espion.
il est venu me voir et il m'a dit ce profil ne me convient pas. De quoi on a besoin? Il dit on a besoin de quelqu'un dans les télécommunications. Qu'est-ce qu'il fait? Il a signé le contrat avec l'enseignement, il a enseigné des élèves d'Oujda, et avec le pécule, il a acheté tous les appareils pour faire une formation dans les télécommunications. Et alors, il était dans la chambre de mon père et de ma mère, il y avait tous les appareils, il a fait une révision de maths rapide, et il s'est préparé à cette fonction. Quand il a terminé, on lui a dit, il a dit voilà, je suis prêt, je veux rentrer. Moi, je suis un ancien footballeur, comme quelqu'un qui veut jouer en première. Ouais. Il faisait tout pour rejoindre le maquis. Nuit et jour, il apprenait des choses dans l'électronique pour qu'il puisse être accepté dans l'équipe qui, plus tard, allait devenir le MALG. Le MALG, c'est le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales du gouvernement provisoire algérien. À sa tête, Boussouf, génie de l'organisation, transforme l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, en une armée moderne. Un corps de jeunes étudiants est formé en un temps record pour exploiter les renseignements stratégiques. L'utilisation de la radio change la donne pour les maquis. Au Maroc, Ali Daniel décide de tout faire pour rejoindre l'ALN. Alors, moi, je demandais toujours, et ça commençait à m'empoisonner de ne pas être accepté. Alors, j'ai dit à mon chef de cellule, Cassi, je lui ai dit, bon, si ça continue comme ça, moi, je vais faire la grève de la faim. Alors, il m'a dit, ah non, ça c'est une activité anti-révolutionnaire, et c'est pas, il ne faut pas faire ça, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, et ne le fais pas. Et moi, j'ai dit, oui, je vais le faire. Je buvais, mais je ne mangeais pas pendant un peu moins d'une semaine. Et à la fin de la semaine, Cassi est venu me voir et il m'a dit, bon, voilà, on t'a accepté. Dans le MALG, il ne chômait pas. Il ne chômait pas parce que dans le maquis, il y avait des appareils qui étaient en panne. Alors on les lui apportait, c'est lui qui les réparait. Il fallait qu'il les répare vite parce qu'il n'y avait pas un magasin où on pouvait en acheter d'autres. Ali Daniel peut enfin s'impliquer dans l'action. Il trouve le moyen de prouver sa motivation en jouant un rôle effectif et nécessaire dans la guerre de libération. Je suis devenu technicien à la radio de l'Algérie. Et mon travail, c'était de préparer l'émetteur. Ce que nous faisions, c'était remonter le moral des Algériens et combattre l'action psychologique de l'armée française. C'était comme une espèce de bataille des ondes. C'était un travail qui était fait en clandestinité. Notre travail atteignait toute l'Algérie entière, mais on ne nous connaissait pas. Les gens nous appelaient les hommes de l'ombre. Le FLN s'affirme de plus en plus comme un État algérien avec la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, qui se veut l'interlocuteur des autorités françaises dans les négociations qui sont d'abord secrètes, qui deviennent de plus en plus structurées et qui mènent progressivement aux 2 rencontres d'Évian en 1961 et ensuite en mars 1962. C'est cette conférence d'Évian de mars 1962 qui aboutit à l'accord de cessez-le-feu du 19 mars. Un accord dont on aurait pu penser qu'il met fin à la guerre. En fait, il ouvre une période qui est vraiment une période extrêmement complexe, de grande incertitude et de grande violence, avec l'affirmation sur la scène algérienne de l'organisation armée secrète, l'OAS, qui a pour objectif, dans un premier temps, de convaincre les autorités françaises de ne pas aller à la négociation, refuser de négocier avec les indépendantistes du FLN, et qui progressivement évolue vers une politique de la terre brûlée. Alors cette politique de l'OAS, de la terre brûlée, elle vise précisément tous ceux qui cherchent à maintenir un lien
entre les populations françaises et algériennes. Et parmi ces gens qui font le lien, il y a évidemment les instituteurs, il y a également les travailleurs sociaux. Et le moment vraiment symbolique de ça, c'est le 15 mars 1962, l'attentat contre un groupe d'instituteurs qui sont en train de créer des structures sociales à destination de la population algérienne. Dans ce groupe de gens qui sont assassinés par l'OAS, on a Mouloud Feraoun et Max Marchand qui sont vraiment les symboles du contact entre Français et Algériens tournés vers la population algérienne et assassinés par l'OAS. Ali Daniel a abandonné son travail d'instituteur pour devenir technicien radio dans les rangs du MALG. À la même époque, d'autres enseignants prennent la relève de son combat pour l'éducation des campagnes. Sa sœur Hélène fait partie de ceux-là et enseigne dans le petit village de Christelle, tout près d'Oran. L'OAS nous a interdit aux instituteurs de rester dans les villages algériens. Donc il fallait partir, il ne fallait plus qu'il y ait de mélange de populations. Le principe de l'OAS, c'était qu'il fallait faire couper les populations, les séparer. Donc, et comme nous sommes restés, le seul fait de rester au village, on était en danger. On était menacés par l'OAS parce qu'on faisait ce qu'il disait qu'il ne fallait pas faire surtout. Mais un jour, oui, je me suis trouvée dans un guet-apens parce qu'ils savaient que je montais au village européen et parce qu'en fait j'avais une appendicite et j'allais voir le Toubib. Et ils ont su que je montais, l'OAS a su que je montais et donc ils ont essayé de nous descendre, quoi. Mais on est arrivé à se sauver dans la montagne et donc on n'a pas été descendu. Donc l'indépendance de l'Algérie est célébrée officiellement le 5 juillet 1962 avec un déferlement populaire vraiment difficile à imaginer et qui a marqué tous ceux qui l'ont vécu directement. En même temps, pour l'Algérie, c'est le début d'une période complexe. C'est le début de ce qu'on a appelé l'été 1962, qui est pratiquement une guerre civile pour le pouvoir entre dirigeants du FLN, avec d'un côté le GPRA, qui est le tenant de la légitimité du FLN, et de l'autre l'armée des frontières dirigée par Boumedienne, qui parvient à faire arriver Ben Bella au pouvoir contre cette légitimité du gouvernement provisoire. Le début de ce gouvernement de Ben Bella, c'est un moment d'immense enthousiasme où l'Algérie est vraiment la vitrine du tiers-monde, commence déjà à être la Mecque des révolutionnaires, avec énormément de gens qui viennent en Algérie pour faire l'expérience de ce moment incroyable du début de l'indépendance d'un pays. C'est le temps des liesses populaires et des fêtes de l'indépendance. Le pays est à reconstruire. Une vie nouvelle est à inventer. Mais Ali, toujours militaire, est trop occupé pour y participer. Mon patron, le commandant que j'avais à la radio Anador, était devenu directeur de la radiodiffusion de télévision algérienne. Mon travail, c'était de remettre en place, de réparer les équipements de télévision qui avaient été endommagés par l'OAS. Peu à peu, la vie se normalise. Ali Daniel envisage une existence sereine dans son pays enfin délivré du joug colonial. Mais ses supérieurs ont besoin d'ingénieurs de haut niveau. Et pour qu'il participe à la construction de cette Algérie nouvelle, il lui demande de partir étudier aux États-Unis. Il obéit. Ali Daniel a 29 ans. Après des années austères passées dans l'armée, il découvre la liberté aux États-Unis. Le gouvernement américain lui accorde une bourse qui lui permet de vivre chichement. L'Algérie lui manque, mais ses études le passionnent. Ma responsabilité, c'était d'étudier et de retourner en Algérie pour travailler notamment dans l'armée. Au bout de 3 ans, en 1965, il obtient son diplôme d'électronique et se tient prêt à retourner en Algérie. Mais l'ambassade algérienne lui refuse son passeport. En 1965, l'ambassade algérienne de Washington
demande que les étudiants rendent leur passeport pour qu'il soit renouvelé. Et alors moi, je rends mon passeport avec des papiers nécessaires, des photos, les paiements, etc. Donc 1965, c'est le coup d'État du colonel Boumedienne et son arrivée au pouvoir le 19 juin. Donc on a vraiment un moment de durcissement du régime et en même temps un moment de recroquevillement de l'identité nationale sur cette identité arabo-musulmane et donc d'une certaine façon, symboliquement, on va expulser ces Algériens d'origine française avec lesquels on a toujours été en quelque sorte encombrés. Il était de toute évidence qu'ils avaient des ordres de ne pas me donner le passeport. Alors moi, je me suis trouvé comme sans passeport algérien, sans passeport français et donc immigrant illégal en Amérique. Pendant 40 ans, chaque année, il demande son passeport pour retourner au pays. Mais les silences obstinés de l'ambassade le cantonnent dans son exil. Il passera toute une vie à attendre la reconnaissance de sa nationalité algérienne. En fait, il était apatride, ce qui faisait de lui une personne qui n'existait pas vraiment. Et moi, je ne comprenais pas, je n'ai pas compris comment cela pouvait le toucher si profondément. Je crois qu'il niait le mal du pays. Il niait le fait qu'il appartenait à ce groupe si chaleureux. J'avais l'impression qu'il s'était si bien intégré. Je n'ai pas vu la douleur qu'il ressentait. Cette douleur énorme au sujet de son passeport. Et surtout, ce manque total de contact avec le peuple algérien. Daniel, le jeune instituteur de Loire-Senis, celui qui s'est construit Ali, combattant engagé dans l'armée de libération nationale, devient Dan, l'apatride. Il se retrouve projeté dans le flot des travailleurs acharnés de Manhattan. La France le recherche encore. L'Algérie ne veut plus qu'il revienne. L'Amérique généreuse finalement l'accepte, tel qu'il est. Il parvient à s'établir, à fonder une famille, et au bout de 8 ans, il obtient la nationalité américaine. Dans le destin d'Ali Daniel s'incarnent les grands thèmes de l'œuvre de Camus, ceux d'une époque où lentement bascule l'hégémonie occidentale. Les choix de Daniel ne furent pas des décisions franches et délibérées, mais plutôt des comportements auxquels, selon une sorte d'inévitable penchant, il s'abandonnait et puis persévérait. Il ne revendique rien d'héroïque dans sa posture, rien de singulier dans son parcours, seulement une révolte devant l'injustice. Dan a vraiment des sentiments très forts envers l'Algérie et les Algériens. Il passe beaucoup de temps au téléphone avec ses amis. D'ailleurs, il a un prénom arabe, Ali. À New York, où toutes les différences sont admises, Ali a conservé le lien avec le pays de son cœur. Il s'est fait de nouveaux amis parmi la diaspora algérienne. Tous connaissent son histoire, comment il s'est engagé, comment le pouvoir algérien l'a oublié et comment il en est arrivé là. Ils parlent du passé et du futur de leur terre natale. Avec d'autres experts de la diaspora, il anime un projet dédié à la recherche scientifique en Algérie. Ton aventure, je dirais, de ta vie, enfin, avant l'islam, est passionnante. Surtout insolite, pourquoi? Parce que, quoi que tu appartenais au cadre, tout ça, mais tu ne cadrais pas bien. Tu cadrais au cadre. Et passionnante, la façon dont tu l'as vécu. C'est-à-dire toutes les bagarres qui ont été impliquées. Moi, j'étais profondément intégré à la terre algérienne, au peuple algérien, depuis ma naissance, bien que très très français, de source très pure, mais fortement ancré dans l'Algérie. Baraka. C'est pour ça que le parcours de Daniel Ali me paraît aussi important. Parce qu'en fait, à différents titres et à différents moments, il est dans une sorte de marginalité et de malaise.
il n'est pas tout à fait à son aise et il n'est pas forcément accepté très facilement lorsqu'il essaye de rallier le FLN. Moi, je trouve que cette inversion de la grève de la faim est un moment tout à fait étonnant. Et en même temps, il n'est pas légitime parce qu'il a ce souci de ne pas commettre l'attentat. Donc, il a cette réticence par rapport au fait de commettre lui-même un assassinat politique. Et en même temps, je trouve qu'il révèle énormément de choses de ce qu'est l'histoire de la construction de l'identité algérienne contre le colonialisme et dans les années qui ont suivi l'indépendance. L'histoire a fait d'Ali Daniel un héros modeste comme ceux qu'affectionnait Albert Camus. Son attachement à l'Algérie l'a conduit à être finalement éternellement étranger aux siens. Au soir de sa vie, Daniel ne regrette rien. Les soubresauts de l'histoire algérienne l'ont longtemps tenu éloigné de son pays. Mais aujourd'hui, l'Algérie l'a officiellement accepté comme l'un des siens.